messieurs, bonsoir. Cette semaine, à Parole à l'élu, mes invités, le nouveau président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, M. Sylvain Léger, mais tout d'abord, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Bonsoir, M. Pedneau-Jobin. Bonsoir. Évidemment, j'aimerais qu'on revienne sur un dossier dont on a entendu parler un petit peu la semaine dernière au conseil municipal, qui n'est pas tout à fait dans notre secteur, mais à la limite de notre secteur, la gare de Masson. On sait qu'elle est en décrépitude, construite en 1877, si ma mémoire est bonne, citée comme monument historique, et on a l'impression que rien n'avance, même si, bon, M. Montreuil nous a dit là, que la Ville était quand même proactive dans le dossier. Bien, la Ville est proactive. Si on en parle un peu, c'est parce que moi, j'ai soumis une résolution au dernier budget avec lui, là, mais c'était mon initiative là, pour qu'on fasse quelque chose. Moi, je pense qu'il faut préserver l'avenir parce qu'un côté, il a raison en disant qu'il n'y a pas de promoteur privé, mais de l'autre côté, c'est à nous de faire quelque chose aussi. C'est notre communauté, c'est un édifice, l'État peut faire quelque chose. Puis moi, ce que je prétends, c'est qu'on doit patcher le toit, là, préserver l'avenir, pas qu'elle s'écroule. Puis quand on aura un projet plus intéressant, bien, on verra si on investit plus. Mais si elle tombe, si elle s'écroule, il n'y aura jamais rien. Là. Mais il reste que la Ville attend les résultats d'une étude, à savoir combien ça coûterait justement pour empêcher l'édifice. Ce qu'on a réussi à faire, c'est de faire une visite des lieux qui doit avoir lieu ou qui a eu lieu dans les... C'est une question de jour, là, soit que ça vient d'être fait ou ça s'en vient, pour justement évaluer combien ça peut coûter pour préserver l'avenir. Pas rénover, puis pas retaper, puis juste préserver l'avenir. Parce que, pour moi, on dit que c'est pas à Buckingham, mais ça s'appelait Buckingham Junction. Oui. Tout le monde a un lien avec cette gare-là. Bien, tout le monde passé un certain âge a un lien avec ça. Moi, mon oncle est parti pour la guerre de là. Il est revenu de mon grand-père qui s'installait à Buckingham. Il est arrivé de cette gare-là dans les années 30. Ça a du sens pour beaucoup de gens. Puis on n'a pas énormément de patrimoine ici. Ça fait que... Puis moi, je suis étonné que M. Montreuil soit aussi agressif pour répondre à M. Psenac, parce que M. Montreuil, il a été maire pendant des années, conseiller depuis 8 ans, puis si elle est pourrie sur place, il faut que ce soit la responsabilité de quelqu'un. C'est pas à faute de personne. Là. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Mais à la Ville de Gatineau, maintenant, on est à la Ville de Gatineau, on a une commission des arts, de la culture et du patrimoine, si je ne m'abuse, dont M. Psenac est président. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle comme tel que la Ville pourrait être un petit peu plus proactive là, pour justement tenter? Tout à fait. M. Psenac a essayé de faire adopter une politique du patrimoine. M. Montreuil a voté contre. Puis ça donne de l'argent pour des projets comme ça. M. Psenac met de la pression sur M. Montreuil, puis il n'est pas content, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un assume le leadership de ça. Moi, je l'ai fait en partie. M. Psenac le fait en partie, mais à un moment donné, c'est le quartier de M. Montreuil aussi. Là. Ça fait que oui, M. Psenac a des responsabilités. Il essaie de les assumer, mais je le répète, M. Montreuil a voté contre le financement de la politique du patrimoine. On ne peut pas faire de miracle là, si on n'a pas d'argent. D'autant plus qu'on sait qu'il y a environ, si je ne m'abuse, 620 000 là, dans les coffres dans le cadre de le surplus de l'ex-ville de Masson-Angers. Si M. Montreuil voulait protéger la gare, il a juste à claquer des doigts. Il y a 620 000 dans son compte, dans le surplus de la Ville. Ça appartient aux citoyens, mais moi, je suis certain que les citoyens sont d'accord avec ça. Il y a juste à décider de la préserver et elle va être préservée. Surplus de ville, justement, on en a parlé la semaine dernière, 150 000 qui restent ici dans le secteur Buckingham. Et on rappelle que lors de vos 2 consultations qui ont lieu cette semaine, vous voulez justement consulter la population. Oui, parce que on ne doit pas se dépêcher à dépenser de l'argent, mais quand ça fait 10 ans que ça traîne dans nos coffres, à un moment donné, il faut prendre des décisions. C'est la dernière pièce de Buckingham, c'est vraiment le dernier dollar. Donc, moi, je veux que j'invite les gens le 22 et le 25 à l'ancienne salle du Conseil à 19 h pour qu'on jase de ça. C'est vraiment une première discussion pour voir est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait investir ça. Moi, je pense qu'on devrait l'investir dans l'histoire, faire préserver l'histoire de Buckingham. C'est une de nos grandes richesses. Mais j'ai le goût d'écouter les gens là-dessus. Quitte peut-être en donner un petit peu du côté de Masson pour la gare. Évidemment, je blague. Un dossier dont on a parlé beaucoup depuis quelque temps, le frêne, le bois de frêne là, qui est attaqué par l'argile du frêne. Et c'est important là, de s'en débarrasser d'une bonne façon. La Ville invite les citoyens à le faire de la bonne façon. Oui, en fait, c'est assez rigoureux parce que cette bébite-là, la grille du frein, se propage à une vitesse folle. Donc, on n'a pas le droit de transporter du frein en dehors de la ville.
Le site sur le boulevard de la Carrière, on accepte gratuitement le bois. On le prend puis on le traite, mais c'est presque une catastrophe environnementale, hein. C'est des milliers d'arbres qu'on va être obligé de couper. Il y a des rues comme, si je ne me trompe pas, Hull, c'est Moussette. On passe de belles rues à rues déboisées avec que de l'asphalte qu'on voit. C'est vraiment pas intéressant. Et c'est cet insecte-là qui est extrêmement nuisible. Donc, on se débarrasse du bois en l'amenant directement à l'écocentre et ça se fait de façon... C'est tout à fait gratuit. C'est gratuit. Les gens qui ont des questions à poser peuvent faire le 311. Là, ils vont avoir toute l'information. Consultation, la STO qui a consulté les gens de l'Est jeudi dernier pour parler du Rapibus. Consultation qui était très populaire. Les gens étaient au rendez-vous. Oui, moi, je suis allé aussi. Il y a eu des gens, en fait, à partir de 4 heures, là, toute la soirée. C'est toujours inquiétant, des consultations comme ça. La première personne à qui je parle, elle dit, moi, ça fait 37 ans que je prends l'autobus. Donc, elle connaît le système, là, aussi bien, sinon mieux que le fonctionnaire qui est responsable de mettre le système en place. Donc, c'était intéressant parce que c'était des usagers aguerris qui parlaient aux fonctionnaires qui font le travail puis qui font la conception du Rapibus. Et il y a du bon, puis il y a du pas bon, là. C'était intéressant parce que, bon, les gens sont contents. Par exemple, une des grandes victoires à l'Est, c'est qu'il n'y a plus de tarif interzone, là. On va payer le même tarif que tout le monde. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on attendait depuis des années. Tout à fait. Il y a une fiabilité du réseau parce que présentement, quand les autobus restent pris sur la 50, ça peut être extrêmement long. Mais c'est un réseau plus fiable, mais qui, dans certains cas, prend plus de temps. Et c'est là où ça accroche. C'est là où il y a des citoyens qui disaient ça n'a pas de bon sens, là. Ça va être jusqu'à 38 minutes. Il y a un citoyen qui avait préparé, puis lui était prêt. Il avait fait différents cas types. Et il disait, bien, l'usager A, l'usager B, ça prend 38 minutes de plus, l'autre, ça y prend 37, puis ça, c'est dans les meilleures conditions. Fait que quand lui arrive devant le fonctionnaire, il est mieux d'être prêt à répondre. Ouais. Donc, il y a des problèmes à régler, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes, mais il y a quand même beaucoup de positifs. Évidemment, j'imagine que la STO a pris bonne note et va ajuster là, en conséquence. Ah oui, oui, absolument, parce qu'on ne fait pas une rencontre comme ça si on ne veut pas changer le système, là. Donc, il y a eu beaucoup de notes. Il y a un autre cas assez intéressant où c'est les gens qui partent très tôt. Très tôt, il n'a pas de circulation sur la 50. Oui, tout à fait. Le monsieur, il me dit, moi, j'y vais aussi vite qu'en auto à 5 heures le matin, mais avec ce que vous changez, là, vous allez me rallonger d'une demi-heure alors qu'il n'y a pas d'auto sur l'autoroute. Fait que c'est des cas comme ça, pour moi, il y a moyen de moyenner, là. Il faut qu'on trouve une façon d'accommoder ces gens-là. Je ne vois pas de raison de faire baisser la qualité du service. On est en pleine semaine québécoise de réduction des déchets, semaine qui commence aujourd'hui, semaine évidemment là, à l'échelle nationale, plein d'activités qui vont se dérouler dans le secteur, en fait dans la ville de Gatineau. Oui, encore une fois, c'est mieux de regarder le site que de se fier à moi pour l'ensemble des activités. Mais moi, je tiens à dire que c'est payant de recycler, de composter. On l'a vu la semaine dernière, on a réussi à baisser de 20 $ la tonne à peut-être moins que 8 $ la tonne le coût de gestion de notre recyclage. C'est extraordinaire. Là, c'est des centaines de milliers de dollars qu'on économise comme ville. Et là, je n'ai même pas parlé d'environnement. Oui. Juste la logique comptable, c'est assez. Mais en plus, évidemment, on voit le réchauffement de la planète puis tout ça. Là, chaque personne qui fait son effort individuel a un impact, puis on le voit aussi en dollars à Gatineau. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Gatineau qui a été choisi là, pour clore les festivités nationales, si on veut. Ça va se passer ici même chez nous en fin de semaine qui vient, je pense. Et la Ville de Gatineau qui a décidé aussi de remettre des trousses d'économie d'énergie et de consommation d'eau aux citoyens. Oui, on le sait qu'un des endroits, j'ai l'air de parler toujours d'argent, mais ça vient avec la job, un des endroits où on dépense le plus, c'est vraiment dans la perte d'eau, puis dans la production d'eau, puis dans le transport d'eau. C'est jusqu'à 40 de l'eau qu'on produit qui se perd dans les tuyaux. Ça fait qu'on a fait énormément d'efforts pour faire des réparations, là, pour remettre notre réseau. On continue à le faire. On investit à Buckingham seulement, c'est 20 millions dans notre usine d'eau potable. Et avec des projets comme ça, on veut aussi que les citoyens fassent aussi un effort pour en consommer moins. Puis c'est ça qui est l'idéal, c'est quand au bout de la chaîne, on en consomme moins.
Comme ça, on n'a pas besoin de toute la tiraille pour en produire, puis la traiter, puis tout ça. Donc, j'invite les gens à se procurer ça. Évidemment, vous nous parlez aussi d'économies possibles de 700 000 je pense, en faisant payer les télécoms. C'est quoi ces économies-là, M. Pedneau-Jobin? C'est que quand Bell Canada, par exemple, a des changements à faire sur son réseau de fibre optique, d'abord, ils ne demandent pas de permis, ils creusent dans la rue puis ils remettent de l'asphalte après. Là, on dit, nous autres, c'est assez, parce que quand il y a une longue tranchée sur la rue, là, bien, la rue, elle vit moins longtemps, sans compter les désagréments quand ce n'est pas fait aussi bien que ça pourrait l'être. Et ça nous coûte une fortune en infrastructure qui se dégrade. Et aussi, quand nous, on fait des travaux, on les déplace, on les replace et nous demande des services. Puis, dans bien des cas, en fait, la seule place au Canada où c'est les villes qui payent, c'est au Québec. Là, Gatineau fait un partenariat avec 5 ou 6 autres villes où là, on va facturer Bell Canada quand ils nous demandent de tasser un poteau, de faire ci, faire ça. Évidemment, les grandes entreprises ne sont pas contentes, mais par année, c'est un minimum de 750 000 soit des dépenses qu'on ne fait pas, soit des choses qu'on leur facture. Quand ils nous demandent de faire une intervention, bien, ils devraient payer, c'est normal. Ouais. Ça ne devrait pas être les citoyens qui, en fait, se retrouvent à subventionner ces entreprises-là. Et là, on commence avec les télécoms, mais on va aussi aller vers le gaz. Donc, c'est des demandes, c'est ce que vous souhaitez faire avec 5 autres villes. Est-ce que vous avez l'impression que... On l'a adopté. Déjà, nous, on a dit nouvelle tarification, voici combien ça vous coûte. Et là, on va peut-être s'en aller en cours, mais on est assez solide avec l'UMQ et assez solide avec ces autres villes-là. D'une part, pour se défendre, mais aussi parce qu'on ne veut pas que ces entreprises-là, par exemple, nuisent au développement de Gatineau. S'il n'y a pas de fibre optique à Gatineau, on a tous perdu. Donc, on a réfléchi à notre affaire. Mais cette tarification-là, pour moi, elle est essentielle. Là. Quand on parle d'infrastructure, puis de ce que ça nous coûte à nous, puis aux citoyens, puis avec les taxes supplémentaires qu'on fait, pas vrai qu'on va subventionner ces entreprises-là qui doivent payer le coût de ce qu'ils font. Et vous nous dites, vous allez peut-être aller en cours. Est-ce que c'est le son de cloche que vous avez eu de la part des autres compagnies? Non, on sait qu'ils ne sont pas contents, mais d'abord, il y a des précédents, comme je disais, partout au Canada. C'est vraiment le Québec qui, dans ce cas-là, est en retard. Donc, on est assez solide, mais ça prenait des villes qui avaient le courage de le faire, puis nous, on a fait partie de ce groupe-là. Évidemment, M. Pedneau-Jobin, on va suivre les dossiers de près, le dossier de la gare de Masson, on va suivre un petit peu aussi là, ce qui se passe. Et cette semaine, en fait, ce soir, tout de suite après notre émission, La longue saga de Buckingham, qui va être présentée. Oui. Et c'est important pour vous, l'histoire. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est une grande richesse de Buckingham. Il faut la mettre en valeur, puis des émissions comme ça, c'est une façon de le faire. Voilà, merci beaucoup. Alors, on se retrouve tout de suite après la pause. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. TVC Basse-Lièvre, une télévision qui vous ressemble et qui nous rassemble depuis 40 ans. On est de retour à Parole à l'élu et cette fois-ci, je rencontre le nouveau président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, M. Sylvain Léger. Monsieur Léger, d'abord, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans nos studios pour une première de plusieurs entrevues. Et j'ai évidemment envie de commencer en vous félicitant pour votre nomination à titre de président de la commission scolaire. Votre implication dans la chose scolaire n'est pas nouvelle. Ça fait 10 ans déjà que vous êtes impliqué à la commission scolaire. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer, justement?
Bien, en fait, oui, effectivement, ça fait déjà 10 ans que je travaille au Conseil des commissaires. Qu'est-ce qui m'a apporté dans le monde scolaire, en fait? C'est mes deux garçons. Au début, mon plus vieux, lorsqu'il a débuté l'école, on demandait des parents pour siéger au CE à ce moment-là, qui était l'école du 80. Donc, j'ai siégé pendant 2 ans, quasiment 3 ans, dans les CE du 80 et par la suite, mes enfants ont déménagé à l'école Saint-Laurent. Puis, en même temps, bien, j'ai participé au comité de parents de la commission scolaire. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris goût à ça, puis de vraiment de m'impliquer dans le monde scolaire. Comme je dis souvent à des amis, il y en a qui décident de jouer au hockey 3 fois par semaine. Moi, c'est de m'impliquer au niveau scolaire pour nos enfants. Évidemment, vous avez des grosses chaussures à remplir, celles de M. Iraka, mais vous êtes déjà bien au fait là, des dossiers actuels parce que vous étiez vice-président depuis déjà plusieurs années. Alors, si on prenait le temps au début là, de discuter de ces grands dossiers-là, vers quoi la CSCV veut s'en aller là, pour l'année qui vient? Bien, pour l'année qui vient, la première chose, c'est vraiment de maintenir nos services éducatifs de premier rang. C'est vraiment, avec tout l'aspect politique qui s'est passé dans les coupures budgétaires qui ont eu l'an passé, nous, c'est vraiment de mettre tous les efforts dans les salles de classe pour vraiment maintenir des services, et poursuivre des services de qualité à nos jeunes, tant au niveau primaire, secondaire, dans nos centres professionnels, dans nos centres pour adultes. C'est vraiment là qu'on met tous nos efforts. Et puis par la suite, vraiment de lutter pour la persévérance scolaire. C'est vraiment, le Conseil y tient beaucoup, beaucoup, et d'enrayer le plus possible le décrochage scolaire. C'est vraiment nos deux champs de bataille pour la prochaine année. Vous avez, lors de du dernier Conseil des commissaires, voté pour la création d'un comité mixte pour revoir les frais qui sont facturés aux parents. D'abord, j'aimerais savoir d'où l'idée de ce comité mixte-là vient et quelle va être sa composition, son rôle aussi. Oui. Bien, tout d'abord, il y a un comité, il y a une demande des organismes communautaires qui nous avait fait parvenir une résolution demandant de revoir et de diminuer les frais chargés aux parents. Donc, en comité de travail, il a été soulevé par des commissaires de certaines problématiques où les frais étaient vraiment différents d'un secteur à l'autre. Et donc, les commissaires ont décidé de vraiment regarder la chose, parce qu'on a déjà une politique de frais chargés aux parents, de revoir cette politique-là et de créer un comité mixte. Donc, sur le comité mixte, on propose naturellement des commissaires, des directions, et puis le comité de parents à participer à ce comité-là. Et puis, on est en attente, là, mais on a demandé au comité de parents de vraiment présider ce comité-là pour vraiment faire la lumière là-dessus, puis par la suite faire des recommandations au Conseil pour est-ce qu'on doit revisiter, réajuster notre politique, est-ce qu'il y a des anomalies dans des frais chargés aux parents, puis par la suite, là, prendre les actions nécessaires, s'il y en a. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces frais-là sont facturés par chaque école. C'est le conseil d'établissement de chaque école qui détermine les frais. Mais il y a des balises qui sont établies par la commission scolaire. Donc, quand on parle de balises, il y a des endroits où les directions d'école ou en fait les conseils d'établissement ne peuvent pas aller. Bien, en fait, non. Le conseil d'établissement c'est eux qui approuvent ou réajustent les frais chargés aux parents. Le conseil des commissaires, dans sa politique, parle de factures détaillées, de façon que la façon que ça doit être chargé aux parents, mais ne donne pas les montants spécifiques. C'est vraiment le CE qui approuve et
avec la direction d'école, met toutes ces informations-là pour charger les parents par la suite. Et le comité, est-ce qu'il est déjà formé maintenant et à quel moment là, on s'attend d'avoir son rapport? Bien, en fait, le comité est en train de se former au niveau de la table des commissaires. Déjà des commissaires qui ont été choisis, qui étaient des gens qui étaient intéressés à travailler sur ce dossier-là. Et puis, on est en attente là, pour les directions et les comités de parents. Puis, dès que tout ce beau monde-là est réuni, on va s'y mettre pour travailler là-dessus. Et normalement, là, les nouvelles balises devraient arriver, j'imagine, pour la prochaine rentrée scolaire? Oui, effectivement. Le but de tout ça, c'est de faire ça vers le janvier pour qu'on puisse mettre en branle, reviser la nouvelle politique si elle a besoin d'être révisée. Vous avez parlé également au dernier Conseil des commissaires de la démolition d'une école. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent parce qu'habituellement, ces édifices-là sont réutilisés si on ne s'en sert plus. On parle de Notre-Dame de la Salette et on parle véritablement d'une démolition en belle et bonne forme, si on veut. Oui, bien en fait, c'est au Conseil, c'était une résolution pour demander la permission au MELS, au ministère de l'Éducation, pour la démolition. Donc, on doit recevoir, avant même de vouloir la démolir, on doit avoir une permission du ministère pour la démolir et il faut démontrer qu'on a fait le tour à la communauté et qu'il n'y avait pas personne qui était intéressé. Mais il ne faut pas oublier ici, on est dans un cas très particulier. On parle d'un chantier, présentement, c'est un chantier de construction de décontamination où lorsque on était, avant de céder un terrain, on doit s'assurer que tout le passif environnemental est correct. Donc, dans ce cas ici, on avait une école où il y a un réservoir souterrain qui a coulé. Et puis, il ne faut pas oublier, l'école où elle est située, il y a la rivière de la Lièvre qui passe juste derrière. Donc, nous, notre préoccupation, c'était vraiment tout le dossier environnemental pour nous qui était très important. Mais à ce moment-là, il reste une décontamination qu'on doit aller chercher qui est sous le bâtiment. Et puis après, consultation avec la municipalité. La municipalité sont d'accord. Ils nous ont envoyé une résolution nous disant qu'ils préféraient qu'on démolisse l'école au lieu de... Parce qu'il y a des coûts là, c'est beaucoup plus économique de la démolir présentement que d'aller sous le bâtiment pour aller chercher et par la suite réemblayer les sols contaminés. Donc, la demande a été faite au ministère de l'Éducation. À quel moment on s'attend d'avoir une réponse à ça? Et à quel moment on peut voir là, le premier pic commencer à travailler sur en fait, c'est une très bonne question. On est en attente du MELS. C'est un dossier urgent au ministère parce qu'il ne faut pas oublier le chantier poursuit. Ouais. Donc, on s'attend d'une réponse, j'espère, assez rapidement. La CREO, donc, est la communauté ou le Conseil régional des élus de l'Outaouais, oui, qui vient d'apporter son appui au camp Complètement Pro. Pouvez-vous nous parler un petit peu là, de ce camp-là? Oui, en fait, c'est dans le cadre de la persévérance scolaire. C'est un camp qui est mis sur pied pendant la semaine de congé d'hiver. C'est vraiment un camp pour nos jeunes de 6e année où les jeunes qui, on était inquiets pour qu'il y aurait des signes de décrochage ou qui sont à risque. Donc, ces jeunes-là, on essaye de les accrocher pour les envoyer au camp Complètement Pro. Le camp Complètement Pro, c'est un camp qui se passe au centre de formation professionnelle. Au centre de formation professionnelle, on a le cours de cuisine, le cours d'ébénisterie. Donc, il y a plusieurs cours comme ça où ils vont recevoir les jeunes et ces jeunes-là, pendant une semaine, vont utiliser les différentes techniques du métier en question et vont passer la semaine là. Donc, c'est vraiment pour essayer de faire un lien tout de suite de la 6e année à la formation professionnelle tout de suite pour les accrocher à une formation professionnelle. Donc, c'est une initiative on est à notre 3e année cette année. Et puis, ça va très, très bien. On sent là, depuis quelques années qu'on veut mettre, et ça, oui, à la CSCV, mais un petit peu partout au Québec, beaucoup d'emphase sur la formation professionnelle, alors qu'autrefois, c'était peut-être un petit peu perçu comme les moins bons qui se retrouvaient dans ces métiers-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et on met beaucoup d'emphase justement là-dessus. Effectivement.
Si vous vous rappelez, quelques années, on a eu vraiment une pénurie d'électriciens, de mécaniciens, de cuisiniers. Bien, maintenant, on devait se retourner de bord et de dire, regarde, ces métiers, ces corps de métiers-là sont aussi importants qu'un métier universitaire ou au cégep. Donc, on a mis beaucoup d'emphase et en fait aussi, c'est pour toute la question du décrochage, c'est vraiment de réaccrocher ces jeunes-là et souvent, ces métiers-là, c'est le tous les jours là, dans notre quotidien. Et c'est souvent là, les gens qui terminent, qui graduent dans ces métiers-là, c'est souvent on parle presque automatiquement qu'ils vont se décrocher un emploi là, dans la plupart des cas. Ah, effectivement. C'est des métiers là, que les gens, là, souvent, là, je prends un exemple en construction, au niveau hôtelier, que les gens sont en attente les étudiants pour les recevoir chez eux pour leur donner des emplois. Et le programme de cuisine qui est de plus en plus populaire et de plus en plus reconnu, même ici à travers le Québec, l'armée qui est venue chercher des gens pour l'accord du plan Nord et tout ça. Oui, effectivement. On a aussi parlé de la cour d'école de l'école aux 80 là, dans le secteur Angers. Oui, effectivement. Donc, une nouvelle cour d'école qui va être, en fait, un nouveau projet là, pour la cour d'école. Oui, c'est un nouveau projet. Et puis, on a reçu l'appui de M. Montreuil, merci, pour une contribution de 5 000 $ de son budget discrétionnaire. Donc, c'est vraiment pour venir en appui au projet de l'école pour la cour d'école, le réaménagement de la cour d'école. Est-ce qu'on a une idée là, de comment la cour d'école va être réaménagée? Présentement, ils sont à travailler sur ce projet-là et puis on devrait avoir là, des esquisses et tout ça là, prochainement. Monsieur Léger, évidemment, plein de dossiers qu'on va continuer à suivre. Évidemment, le dossier du transport scolaire. Vous pouvez être sûr qu'on va continuer de regarder ce qui se passe un petit peu dans la commission scolaire parce qu'on sait qu'il y a des parents qui sont un petit peu moins contents là, du transport. Mais évidemment, on va continuer à suivre toute cette actualité-là. On va vous revoir de façon régulière à l'émission. Merci infiniment. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, évidemment, une autre émission Parallèle élu. Entre-temps, vous pouvez continuer de nous suivre sur notre site web au www.tvc.qc.ca. Mon nom est Michel Pilote. Passez une bonne fin de soirée sur nos ondes. Au revoir.